Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. On va commencer par le géopolitique ou ce qui pourrait s'assimiler à du géopolitique. Les spectaculaires variations du pétrole depuis jeudi dernier avec, je vous le rappelle, un enchaînement de plus 10, plus 7, plus 8%. Et hier, mardi, une rechute de 10,5% qui est probablement la plus violente qu'on ait observée depuis les années 80. Et si l'on fait le cumul des variations du baril depuis jeudi dernier, on a eu en fait plus 30, suivi d'un peu plus de moins 10, on est revenu à 44. Toutes les gestions assises sur des modèles qui ont intégré les variations historiques du pétrole, toutes ces gestions-là doivent être dans une situation très inconfortable parce qu'il s'agit tout simplement d'un véritable signe noir. On n'a jamais vu une telle volatilité sur le pétrole. Alors qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il trop de positions à levier sur les dérivés? L'effet porte de saloon prend des amplitudes jamais observé. Néanmoins, il faut se poser la question, qui va rester sur le carreau? La même question se pose aussi au sujet des exploitants de Shell Oil aux États-Unis. Le refinancement, c'est pour très bientôt, c'est pour dans un mois. Combien vont survivre, combien vont passer à la trappe? Avec, je vous le rappelle, ce problème, c'est que c'est pas tout de vouloir éventuellement se vendre parce qu'on n'a plus de financement, c'est qu'en face, il n'y a pas d'acheteurs qui voudraient acheter des puits qui ont encore 6, 8 mois de rendement avant d'être fermé. Quand on rachète un producteur de Shell Oil, c'est pas comme si on achetait un réservoir de pétrole qui durera 20, 30 ans, voire plus. On est capable de trouver de nouvelles méthodes pour extraire tout ce qu'il y avait au fond du gisement. Là, le Shell Oil, il faut recommencer en permanence, réinvestir, refaire tout péter, créer des séismes de 4,5 degrés sur l'échelle de Richter, etc. Donc non, il n'y a pas de repreneur pour les compagnies qui ne seront pas refinancés. Ce sera la faillite pure et simple et les licenciements massifs. Ça, c'est un point. L'autre point sur lequel je pense qu'il est utile d'insister, c'est le comportement des marchés obligataires depuis le lundi 24. J'avais été interviewé ce jour-là par BFM, on me demandait alors ce sont les robots qui ont fait tous s'effondrer, qu'est-ce que vous pensez, est-ce un crack, etc. J'avais répondu que les robots faisaient leur boulot, comme on les avait programmés, que la liquidité s'était évaporée, comme d'habitude, et que lorsqu'il n'y a plus de volatilité, le marché tombe comme un plomb. Mais j'avais aussi souligné ce fait qui, lui, était très singulier, parce que quand le marché chute, qu'il n'y ait plus d'acheteurs, c'est quelque chose que l'on voit systématiquement. Par contre, le phénomène tout à fait nouveau et qui se confirme, et que j'avais souligné, c'est que les marchés obligataires ne bénéficient pas du phénomène de rotation sectorielle, de fuite vers la sécurité. Lundi dernier, c'est à peine si le Bund avait vu son rendement se détendre de 5 points de base, c'est-à-dire rien du tout. Ça peut arriver n'importe quelle journée où il y a une statistique un peu moins bonne. Et puis ça a recommencé. Jeudi, vendredi, les taux ont continué de se tendre. Et puis arrive à nouveau la séance de lundi, puis de mardi, avec une forte chute des indices boursiers de plus de 3%. Notez que 2 fois 3% de baisse à Wall Street, on n'a pas vu ça depuis 2009. Et les marchés obligataires ne décollent toujours pas, alors qu'il y a pourtant un désengagement massif des marchés d'actions et que des gérants à la recherche de sécurité, il y en a. Il y a beaucoup d'arbitrage en faveur des Bunds, des OAT, etc. Et pourtant, elles ne montent pas. Là, c'est plus un phénomène accidentel. On aurait pu se dire le 24 que ceux qui se faisaient plomber sur les actions étaient obligés aussi de vendre des obligations pour faire face aux appels de marge. Mais là, hier, il n'y a rien de tel. C'est bien qu'il y a une grosse main qui serre le marché jour après jour et pour des dizaines et pour des centaines de milliards. Et cette grosse main qui vend naturellement, c'est la grosse mimine de Pékin.
Pékin qui met tout ce qu'il a pour essayer d'enrayer la chute des marchés financiers et qui n'y parvient pas puisque ce matin, par exemple, eh bien Shenzhen perd à nouveau plus de 2%. Ça fait plus de 10% depuis le début de la semaine. Et depuis le début de la semaine, on a aboli littéralement les réserves obligatoires pour les banques, etc., injection massive, et ça ne marche toujours pas. La bourse ne rebondit pas, même pas l'indice SSE. Les festivités du 70e anniversaire de la victoire vont commencer dans Pékin sans que les marchés aient rebondi. Alors quand j'entends des stratèges éclairés nous expliquer que la Chine a les moyens de se relancer, qu'elle a 3 000 milliards de réserves, etc. Oui, elle est bien en train d'en liquider une partie de ces réserves. Alors ça passe, parce qu'en face, il y a des acheteurs quand les marchés baissent. Mais que se passera-t-il le jour où la Chine voudra vendre et qu'il n'y aura plus de liquidité en face ? Parce que l'avertissement de M. Greenspan n'est pas à prendre à la légère. Le marché des T-bonds américains est illiquide, sauf circonstances exceptionnelles comme une chute de 3% de Wall Street mardi soir, où là, on retrouve des acheteurs. Mais en dehors de ça, à qui va vendre Pékin ? On se le demande, certainement pas aujourd'hui, ni aux Saoudiens, ni aux Vénézuéliens, ni aux Indonésiens. Bref, le pire qui puisse arriver, ce serait effectivement un sell-off massif sur les marchés obligataires.